Tu vois, comme j'aime bien entendre parfois, parce que c'est pas toujours le cas, par exemple, des mecs qui ont beaucoup réussi et qui disent qu'ils sont très contents de filer la moitié de leur thune à l'État en mode give back, je rends à la société civile ce qu'elle m'a donné. Bah, j'espère être comme ça et j'essaye en tout cas de pouvoir rendre encore une fois à l'entrepreneur ce que l'entrepreneur m'a donné. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de podcast de Papa Maman J'ai tout explosé et aujourd'hui on est avec Hugo Benz, le cofondateur de Kimono et d'autres boîtes. Salut Hugo, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, nickel, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, De même. j'ai hâte de discuter avec toi et de découvrir ton parcours. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde qui tu es et dans quelle boîte tu es cofondateur ou associé? Ouais, avec plaisir. Bah, pour la faire rapide, bah, du coup, moi, c'est Hugo Benz, j'ai 34 ans. Je suis bordelais et marié, papa d'une grande Juliette qui a un peu plus de 6 ans maintenant, et accessoirement entrepreneur, avec la particularité d'avoir cofondé justement une dizaine de boîtes en une dizaine d'années, et notamment du coup de Kimono qui est aujourd'hui la boîte la plus connue. Incroyable. Est-ce que on peut rapidement revenir sur ton parcours de kimono? Je sais que c'est pas le sujet central du podcast, mais comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là, ton parcours scolaire avant. Kimono, c'est une boîte qui évolue dans le textile. Est-ce que tu as fait des études liées au textile? Est-ce que c'était venu naturellement d'évoluer dans cette niche? Ok, bah écoute, je vais essayer de te faire le storytelling en version courte. Très rapidement, moi je faisais mes études du coup à Bordeaux, c'est pour ça que je suis arrivé à Bordeaux il y a une quinzaine d'années maintenant. Fin de mes études, je fais un stage fin d'études dans une boîte qui s'appelait mydesign.com à l'époque et dont le métier c'était de faire de la personnalisation textile et accessoires uniquement en ligne. Donc c'est comme ça déjà que je suis tombé dans ce milieu-là. J'ai eu la chance à cette époque du coup de rencontrer Christophe Charles, qui est le fondateur de Cdiscount, Ok, qui venait de revendre ses parts de Cdiscount pour reprendre cette petite PME, parce qu'il croyait beaucoup dans la force du numérique et de la personnalisation en ligne. Donc du coup, moi je me retrouve à 22 ans, mentoré par le meilleur entrepreneur de Bordeaux, qui venait juste de faire 1 milliard à l'époque, et du coup dans ce monde du textile. Donc du coup, moi à ce moment-là, bah, j'ai qu'un seul but, c'est de plaire à cette personne, et très vite mon stage se transforme en intrapreneuriat, c'est-à-dire que je me mets à monter des boîtes pour Christophe Charles, et la première s'appelait School Touch, et le principe de School Touch, en fait, il était très simple, c'était de prendre le marché étudiant et de leur fournir du textile personnalisé. Donc les suites de promo, les polos d'association, t-shirts pour le week-end d'inté, pour les admissibles, etc. Et en fait, il s'avère que très vite, ça marche très bien. On fait 500 000 euros et quelques la première année, on fait un peu plus d'1 million d'euros la deuxième, et plus de 2 millions d'euros l'année suivante. Et du coup, voilà, c'est comme ça que incroyable. je suis tombé et dans l'entrepreneuriat et dans le monde du textile, et ça fait 10 ans que ça dure. Et donc tu disais, tu montes des boîtes pour lui, donc ça veut dire que tu n'as pas de part dans ces structures? Exactement, oui. Je fais ça du coup, je fais School Touch du coup pendant les 2 années de mon stage alterné que je faisais chez mydesign.com. Ok, Ensuite, évidemment, je passe en CDI et du coup, pendant les 3 années qui suivent, je continue à monter encore des sociétés pour Christophe, deux en l'occurrence, avant de passer directeur commercial du groupe et avant de quitter définitivement la boîte en 2015 pour monter ma première société en propre. ok. Et qu'est-ce qui te motive à quitter la structure en 2015? Pourquoi te lancer? C'était le moment, tu avais appris tout ce que tu voulais apprendre et tu avais envie. Ouais, on va dire ça. Ça faisait déjà 5 ans du coup que je faisais partie du groupe. On va dire que j'avais un peu monté tous les échelons, j'avais un peu tout vu à ce moment-là du monde dans l'entreprise. Et puis à un moment donné, je sais pas, c'est comme un mec qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne. À un moment donné, il a envie de me rentrer sur le terrain, quoi. Il a envie d'aller tâter le cuir lui-même. Et là, c'était vraiment bah, monter ma propre boîte, prendre mes propres risques. Et, euh, et voilà, c'est tout simplement ça, quoi. Quelle est la première boîte? Kimono? Non, alors du coup, on n'est pas encore à Kimono, parce que Kimono a été monté en 2017, et là, à ce moment-là, on est en 2015. Là, je monte une première société qui s'appelle La Piscine. Et La Ok, Piscine, en fait, c'était très simple. On a choisi la voie la plus difficile dès le départ, c'est qu'on monte notre propre usine d'impression numérique ok, dédiée aux marques. Du coup, je m'associe avec mon meilleur client de l'époque, qui avait lui-même sa marque de textile, hein, de t-shirt à message, qui était vraiment la mode à l'époque. Du coup, on monte notre usine ensemble, et pareil, ça marche très bien tout de suite. C'est-à-dire que dès la première année, pareil, on fait un peu plus de 500 000 euros, un peu plus d'1 million celle d'après, 2,5 millions la deuxième année, et même pour monter jusqu'à 3,5 millions la dernière année.
Je dis la dernière année, pourquoi? Parce que du coup, c'est une société qu'on a dû fermer au bout de 4 ans. Parce Ok. qu'après avoir été rentable les 3 premières années, on ne l'a pas été la quatrième, dû à de multiples erreurs que je pourrais énoncer. Trop de recrutement, des mauvais recrutements, trop d'investissements, des mauvais investissements. Il Ok. faut savoir qu'une usine, c'est très très gourmand en cash et en coûts fixes. Et en plus, moi j'avais un ADN du coup très porté sur les parts de marché, le chiffre d'affaires, pas assez sur la marge, donc déjà très bon enseignement. Hmm. Et du coup, tout simplement, on avait beau faire tout le chiffre d'affaires qu'on voulait, on faisait pas assez de Il y avait marge pas assez de pour marge. engloutir tous les coûts fixes de l'usine. Et à un moment donné, bah, on est parti au tapis. Et ça a été une période assez douloureuse pour moi, parce que du coup, là, c'était en 2019 et on a dû fermer la société. Donc, Mais du coup, pour répondre à ta question, c'est quand même grâce à cette boîte que du coup, j'ai pu rentrer dans l'aventure Kimono, puisque du coup, Kimono, on a monté ça en 2017. Pour refaire l'histoire très rapidement, en fait, Kimono, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux parts, en premier lieu entre Olivier Ramel, mon associé et CEO de Kimono, et The Family, du coup, principalement avec Alice, d'accord. euh, à l'époque et toujours CEO de The Family, qui se rencontrent pour discuter et de fil en aiguille, ils en viennent à parler de textile, puisque Olivier avait eu une expérience de vente de textile quand il était au lycée. Et là, tout de suite, Alice, elle lui dit, mais mec, tu sais que moi, toutes mes boîtes, elles viennent me voir toutes les semaines pour savoir où faire des outfits, où faire des textiles. Nous-mêmes, on est obligés aujourd'hui d'acheter nos sapes en grande distrib, d'aller le faire imprimer ou broder chez le petit imprimeur du coin, etc. Vraiment, il n'y a rien aujourd'hui sur le marché pour répondre à cette demande qui est énorme. Et là, tout de suite, ça match. C'est un vrai crush entre les deux qui se dit, bah écoute, lançons une boîte ensemble. Et là, tout de suite, Olivier lui dit, bah écoute, moi, je connais un mec qui s'appelle Hugo. Il est expert dans le textile. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais j'espère qu'il l'a dit comme ça. Et c'est le meilleur pote de mon frère. Et écoute, franchement, on peut lui en parler. Je pense qu'il sera chaud et on monte la boîte tous les trois. Bien sûr, il m'en parle. Il m'envoie un texto. D'ailleurs, c'est un texto qui est imprimé et encadré en grand dans nos Incroyable. bureaux de Paris et de Bordeaux, parce que c'est un peu la genèse. Et en fait, ça va très vite. C'est encore une fois, c'est Kimono, c'est la réussite du, euh, du passage à l'action et du go-to-market direct, puisqu'en fait, là, on est en décembre. En janvier, on se voit tous, on se met d'accord sur le partage des parts et la date de lancement. Et on lance 2 mois après Kimono avec une landing, une OP de com, toute simple. Et Kimono était lancé. Et voilà. Et voilà comment l'histoire a commencé il y a maintenant 5 ans. Et toi, tu avais déjà donc, toutes les compétences et les fournisseurs, les process liés au textile. C'est ce que tu rapportais à Kimono. En fait, c'est un peu ça l'idée. Franchement, Kimono, la réussite, c'est que c'est vraiment un trio gagnant. Donc, en effet, moi, c'est ce qu'à mon humble niveau, c'est ce que j'ai amené. C'est là que j'ai fait gagner du temps sur toute la partie prod, toute la partie sourcing textile et connaissance de ce marché. Alice avec The Family a bien sûr ramené déjà le lieu, puisqu'on avait nos premiers bureaux et notre premier showroom était dans les bureaux mythiques de The Family dans le Marais, au 25 rue du Petit Musc. Très beau bureau pour commencer. Exactement, il y a pire quand même. Bien sûr, un réseau. Ils avaient déjà au moins 200 startups dans leur portefeuille à l'époque et pas des moindres. Ok. Donc nos premiers clients, forcément, font partie du réseau The Family. Et puis, bien sûr, et surtout, mon associé Olivier, qui en fait, tout de suite, dès le day one, il apporte une vision, c'est de dire que Kimono, ce ne sera pas un simple vendeur de textile, mais ce sera, alors il n'avait pas encore le terme, mais ce sera un vrai culture designer. Ouais. Ça, c'est un terme qui est venu après, qui a été d'ailleurs déposé, qui nous appartient. Mais il avait tout de suite en fait la vision de dire qu'on serait au moins un acteur de la culture d'entreprise et pas un simple marqueur textile. Et ce qui a en fait tout de suite fait notre avantage comparatif par rapport aux autres, quoi. Ouais, ok. Et donc, il y a eu Kimono avec la rencontre avec The Family qui vous ont beaucoup apporté. Ensuite, tu as monté une autre structure après Kimono aussi. Si je peux te faire oui, vite fait la chronologie. C'est vrai qu'entre-temps, je monte aussi une autre société qui s'appelle Aroc, avec du coup mon associé Briac. Briac et moi, en fait, on s'est connus du coup chez My Design. J'étais directeur commercial et était directeur des achats. On est partis tous les deux du coup à peu près en même temps. Lui est parti un peu après moi. Lui, il avait une vraie compétence sur la partie sourcing textile et accessoires, que ce soit du coup en France, en Europe, en Afrique du Nord ou en Asie. Et du coup, il a voulu en monter sa propre société, qui est un véritable bureau d'achat Ok. externalisé. Et du coup, moi, je lui ai tout de suite dit, bah, écoute, moi, je suis hyper chaud pour qu'on s'associe. Toi, tu as l'expertise achat, moi, j'ai l'expertise commerce. Je peux t'apporter des clients, des gros revendeurs.
Et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et aujourd'hui, pareil, Aroc, c'est une boîte qui fonctionne très bien, qui est ultra rentable, qui aujourd'hui, il y a 4 personnes dans la boîte. Ça fait plus d'1 million d'euros depuis 3 ans, donc tous les ans. Donc c'est rentable, ça a une croissance lente mais certaine, donc c'est très bien. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta première structure où tu as Ouais, vécu un échec entrepreneurial. Là, tu es dans exact. plusieurs structures qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retiré de cet échec et qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours et comment est-ce que tu peux conseiller les personnes qui nous écoutent Ça, c'est une bonne question. sur les erreurs à ne pas faire ou à ne pas reproduire en tout cas? Bah écoute, la bonne question, c'est que tu prends un tel coup de pied au cul à ce moment-là quand ça t'arrive que du coup, bah, forcément, la première chose que tu dis, c'est qu'on ne m'y reprendra plus. Donc, qui dit échec, qui dit enseignement. Et c'est vrai que moi, le principal enseignement que j'en retire, c'est que le cash, déjà, il est roi. Et que du coup, la rentabilité, c'est la première chose que je cherche maintenant quand je cofonde une boîte et quand je développe une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets toujours la marge en top of mind de mes priorités. Donc ça ne te dérange pas d'évoluer dans une structure qui a un chiffre d'affaires en dessous du million tant que la marge est très intéressante. Ça m'embête quand même, mais moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je préfère dans une boîte rentable qui fait moins d'1 million. Hein. Encore une fois, le million, c'est un peu un terme un peu marketing pour un peu être un peu accrocheur. Mais en vrai, en soi, on s'en fout. Hein. Il vaut mieux être dans une boîte qui fait 500 000 de chiffres, mais qui fait 250 de résultats nets, Tout à fait. plutôt que dans une boîte qui fait 3 millions, mais qui perd de la thune, quoi. Ouais, Encore une fois, ça dépend de où tu en es dans ton développement. Mais aujourd'hui, en tout cas, le principal enseignement, c'est vraiment que la rentabilité, c'est pas en option, quoi. Voilà. ok. C'est même la priorité. C'est l'une des priorités, ouais. Ok. Et toi, tu as une très forte composante sales. Ouais. C'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant sur ton profil LinkedIn. LinkedIn où tu publies tous les jours d'ailleurs, quasiment. Où Pas tu tous as les jours, publié tous les jours. j'ai publié tous les jours, mais c'est quand même difficile hein, de se mettre cette rigueur. Donc ouais, bah oui, le sales, moi, j'ai envie de dire que c'est à peu près c'est ma principale compétence. En effet, moi, j'ai plutôt un profil d'entrepreneur, vraiment développeur, bootstrapper. Voilà, après, ça dépend le terme qu'on veut employer. J'ai moins la compétence d'un manager et gestionnaire sur long terme. Il y a beaucoup de gens qui sont bien plus compétents que moi là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est avec ce genre de personnes que je m'associe en général. J'ai la chance d'être associé à Olivier sur Kimono, qui est un excellent CEO, d'être associé à mon ami d'école de commerce, Sébastien, sur la boîte Capsule, dont on parlera peut-être après, qui est également un excellent CEO, un très bon manager. Moi, des choses sur lesquelles je force un peu ma nature, parce qu'il faut l'être aussi un peu, mais c'est pas le plus naturel pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai plus un profil on va dire de loup solitaire et de chasseur solitaire, quoi. Et c'est vrai que le sales, c'est ce que je préfère faire dans Ok. une boîte. Et actuellement, à quoi ressemble une journée type d'un entrepreneur dans plusieurs structures? Tu dois certainement très segmenter tes journées, avoir du temps à accorder à toutes les structures, même si tu n'es pas à 100% dedans. Oui. Alors c'est ça en fait qui est marrant, c'est que moi, si tu regardes mon emploi du temps, oui, c'est vrai que j'ai pas une seule journée qui se ressemble. Mais si on veut un peu décomposer, moi mes journées types déjà elles commencent assez tôt. Alors c'est assez récent, hein, j'essaie de me forcer depuis plusieurs semaines, voire mois, parce que c'est depuis 2 mois maintenant, de me lever à 6 heures du mat et de travailler tout de suite, d'entrée. Et en fait, ça me permet de faire 6 heures midi à fond. Et parce qu'en fait, c'est le matin, tout simplement, que je suis plus efficace. C'est-à-dire que pour moi, une demi-heure de taf le matin, ça équivaut presque à 1 heure et demie de l'après-midi où je suis beaucoup moins concentré, Ok, surtout pour faire des tâches à forte intensité. Et donc, en fait, c'est plutôt voilà, grosse tâche très intensive le matin, donc de 6 heures à midi. Et l'après-midi, c'est plutôt les rendez-vous, traitement des mails, traitement un peu du tout venant. C'est là aussi où j'ai beaucoup je laisse des temps libres en fait justement pour les aléas, une invitation fortuite à un podcast, tu vois ce genre de choses quoi. ok. Et tu arrives à mettre la même énergie dans chaque projet. Du moins j'essaye. C'est forcément il y a des projets qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Hein. Je ne Ok, ferai pas d'hierarchie ici pour froisser personne, mais non non bien, j'essaye bien sûr. Ouais. En ok, général quand je fais quelque chose c'est que je le fais à fond, justement, parce que quand je ne veux pas faire quelque chose, en général, je ne le fais pas, parce que du coup, comme je segmente beaucoup mes journées et que je choisis là où je mets mon énergie, mes actions, bah, en général, justement, j'ai essayé en tout cas d'éliminer tout ce qui, selon moi, ne servait à rien ou ne me plaisait pas. ok. Et dans tes journées types, tu dis que tu gardes du temps, donc de la liberté. C'est un peu ton objectif
à partir du moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était d'avoir de la liberté? Ah, mais la liberté, c'est juste ma valeur principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur pour être libre de mon temps, pour être libre financièrement, pour être libre dans tout, en fait. Donc, ouais, non, moi, c'est mon vrai target de vie, quoi. Ok. Et j'ai vu que tu étais investisseur dans pas mal de structures. Donc, Pas mal, c'est un bien grand mot. Je dans commence tout quelques juste, ça fait structures. quelques mois, ouais. Ouais. Et c'est justement sur ce temps libre que tu vas essayer de conseiller ces structures, ou tu mets juste de l'argent dedans et Alors, non, je mets jamais seulement de l'argent. En général, quand je mets des tickets, j'essaie aussi de m'investir personnellement. En Ok. général, quand on investit, ça, beaucoup te le diront, on t'investit pas seulement dans une idée, un marché ou un projet. Tu investis souvent, surtout, sûrement et surtout, dans un investisseur ou une équipe fondatrice. Et donc, du coup, moi, mon but, c'est d'essayer de leur apporter un peu l'expérience que j'ai par rapport à eux, encore une fois à mon humble niveau, et pas seulement de mettre un ticket et après d'avoir un retour sur investissement. Ok. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Et tu leur apportes notamment cette composante sales, mais aussi J'essaye. organisationnelle, très Exactement. certainement. Quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur pour s'organiser de manière efficiente pour réussir à avoir le maximum de travail effectué dans une journée de 8 heures? Mais ça, c'est une question qui est hyper vaste. Moi, justement, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, et même pour être France, du coup, ça fait limite pile 4 ans là, que je m'y intéresse, mais vraiment très fortement. Donc, encore une fois, on n'arrive pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un très bon niveau d'organisation, et heureusement que je peux encore parfaire, mais ça, c'est vraiment 4 ans vraiment d'introspection personnelle, de travail personnel sur ce sujet. Et aujourd'hui, je suis arrivé à une méthode, alors que j'essaie de décomposer en 4 étapes. Déjà, en fait, la première étape de l'organisation, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Donc déjà, c'est de connaître ses objectifs. Mais encore une fois, ses objectifs pro et perso. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu commences une journée sans savoir pourquoi tu le fais, c'est un peu embêtant. Donc encore une fois, j'essaie de te faire la version courte, hein. Étape 1, c'est déjà de déterminer ses objectifs. Là, les gens pourront aller regarder. Nous, que ce soit chez Kimono ou chez Capsule notamment, on utilise la méthode des OKR, donc Ouais. des objectifs key result. C'est-à-dire que chaque objectif qui est noté, il peut être quantifiable et mesurable. C'est-à-dire que les OKR, ce n'est pas une to-do list, c'est vraiment, on va dire, une liste d'objectifs bien déterminés et quantifiables. C'est des OKR pour la structure que tu détermines, ou des OKR par pôle ou par personne? C'est une bonne question. Tu commences par monter tes OKR par rapport à la structure. En fait, ensuite, ces OKR, tu vas les décomposer par département. Et j'ai presque envie de dire, après ces OKR, tu peux même après les déterminer par personne, en fait. D'accord. Chacun, en fait, a ses propres OKR, ses propres objectifs du mois. Une fois que tu as déterminé tout ça, il va falloir déterminer le temps à allouer sur chaque objectif. Mhm. Et c'est là même que tu vas même pouvoir peut-être des fois retourner en arrière en disant, bah écoute, je me suis mis trop d'objectifs. Là, honnêtement, il y en a celui-là, il est moins prioritaire que d'autres, puisque dans tous les cas, j'ai que 30 heures dans ma semaine, j'ai que 40 heures dans ma semaine, 50 heures dans ma semaine. Après, chacun décide du temps qu'il a alloué. Et du coup, il met ce temps sur chaque objectif qu'il a. Donc, si on veut caricaturer, imaginons qu'il a, je sais pas, 40 heures dans la semaine, il a 4 objectifs. Premier réflexe, c'est de dire, bah, je vais essayer de mettre 10 heures par objectif. Tu vois? Si chaque objectif a la même valeur. Exactement, si on veut caricaturer. Mais là, c'est là où en fait, tu fais ton propre calcul et que tu détermines combien de Ouais. blocs tu vas te mettre dans la semaine pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la deuxième étape. En fait, c'est de déterminer le temps à allouer et du coup de le placer dans son agenda. Donc moi, j'avoue que tout ce que je détermine comme ça dans mon agenda, je le répète hebdomadairement parlant pour ne pas avoir à le refaire toutes les semaines. Et encore une fois, après, ça te crée des habitudes et ça te crée certains automatismes. C'est con, mais tu te réveilles. Tu vois, moi, je me réveille le lundi, je n'ai pas à me poser la question de ce que je vais faire. Comme je fais Mhm. la même chose tous les lundis, je sais que tout le lundi matin, c'est du management. Je sais que tout le lundi après-midi, je suis sur tel projet. Je sais que le lundi soir, je suis sur tel projet, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'affilier du coup des tâches. On en arrive à la fameuse to-do list Ouais. que les gens aiment tant. Mais voilà, tu vois, moi, la to-do list, elle arrive vraiment qu'en troisième position, qu'en troisième étape. C'est d'affilier des tâches à chaque OKR pour l'atteindre. Et du coup, ces tâches-là, en général, je les affilie dans une note qui est affiliée à un objectif, qui est affiliée du coup à un créneau qui est dans mon agenda. Donc Ok. en fait, tu as ton objectif, ton agenda, tes notes avec ta to-do list, et ensuite tu peux passer à l'action, c'est l'étape 4. Donc tu bosses avec du time blocking
liées à ta to-do list réalisée en amont. Exactement. En fait, la clé, c'est de réaliser en amont, de découper en amont les différents objectifs. Exactement. Et du coup, avec des blocs de 2 heures le matin, très intenses, et avec des blocs plus light, d'une heure et demie pour l'après-midi. Ok, Mais ça, encore une fois, c'est chacun qui se fait son truc comme il veut. Il y a des gens qui vont se mettre des blocs de 2 heures. Ça peut m'arriver, hein, le soir. Des fois, un bon 21h, 23h, tu peux enquiller un gros projet. Tu peux le commencer tôt le matin, tu peux le faire dans l'après-midi. Chacun fait comme il veut, quoi. ouais, c'est individuel. Mais c'est Exactement. très intéressant de voir comment tu t'organises, surtout que tu as quand même plusieurs projets à gérer et que tu arrives toujours à trouver du temps. Par exemple, pour l'invitation au podcast, c'est vrai que tu as de suite dit oui. Est-ce que tu as des outils qui t'aident justement à être efficient sur ton travail, Ouais. autre que ton calendar et l'outil des OKR, entre guillemets, mais est-ce que tu utilises des outils pour suivre ton temps de travail, pour Je t'avoue que très gagner du peu. temps sur des tâches? Je t'avoue que très peu, hein. Moi, c'est vrai que mon top 4-5 outils, ça va être vraiment mon agenda. C'est vrai que tu vois, par exemple, je pense que je regarde plus mon agenda dans la journée que mes mails. Ok, C'est-à-dire que mon agenda, en fait, je le regarde tellement dans la journée que du coup, au bout d'un moment, je le connais vraiment par cœur. Et du coup, ça me fait ne rien oublier aussi. Mon agenda, du coup, pour les notes, j'utilise Evernote, ok. qui est pas mal, assez ergonomique. J'utilise beaucoup Trello pour le suivi des projets. Euh, Collaboratif ou juste pour toi? J'en ai deux. J'en ai un collaboratif quand c'est pour suivre avec toute l'équipe, et j'en ai même un pour D'accord. moi, Ok, pour mes propres projets perso où je le fais tout seul. ok. Et puis après, bien sûr, hein, je suis très porté sur toute la suite Google, Google Sheet, Google Drive. Mais sinon, non, pas tellement d'autres outils que j'utilise au quotidien, quoi. Ok. Et pour revenir sur ta composante sales dont on parlait tout à l'heure, généralement c'est là où ça peut être le plus chronophage parce qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser avant d'aller Ouais. contacter un prospect. Est-ce que pareil, tu as des tips, des outils liés aux sales? Bah, en fait, là, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis. En fait, malheureusement, en fait, Non j'en ai plus. pas spécialement. En fait, moi, Ok, j'avoue que je suis un peu un mec à l'ancienne là-dessus. En fait, j'étais tellement habitué à faire du sales sans l'Emlist, sans les Wallaxy, ok, sans tous ces outils qui sont aujourd'hui indispensables. Moi, j'ai souvent ce que j'aime bien, par exemple, quand je pars d'une page blanche, quand on part sur un nouveau marché, bah, moi, c'est toujours les mêmes étapes, hein. C'est j'ouvre un Google Sheet, je dis, bah écoute, je note déjà une première centaine de prospects. Et en fait, ensuite, c'est vraiment à la main. Je vais aller chercher le bon interlocuteur pour chaque prospect. J'ai un message type, un message 1, un message 2, un message 3. Et je fais vraiment tout à la main à ce niveau-là. sur quel canal d'acquisition tu fais ça? Et je le fais sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Ouais. Ok, ok, Donc vraiment, moi, c'est Google Sheet, LinkedIn. C'est ça, en fait. Encore une fois, ce que je dis souvent aux gens qui veulent automatiser, c'est vraiment fais-le à la mano, mais pas une fois, pas 10 fois, pas 100 fois, mais 1000 fois. Et après, encore, tu recommences. Et une fois, en fait, que tu es vraiment expert là-dedans, que tu connais bien ta cible, que tu as les bons messages, que toi aussi, ta marque et ton entreprise a une notoriété suffisante, là, tu peux te mettre à automatiser. Sinon, c'est naze. C'est comme si tu envoyais 1 million de cannes à pêche dans une mer où il n'y a pas où il y a pas de poisson, quoi. ok. Et ça veut dire que même quand on a 6 ou 7 structures, on continue à mettre les mains dans le cambouis et on continue à le faire à la mano. Au début, en tout cas. Ouais, Moi, c'est vrai qu'avant de déléguer, j'aime me dire que je suis expert en la matière. Bah, comme pour avoir déjà la légitimité, et puis pour en fait mieux l'expliquer et mieux former les collaborateurs qui arrivent après, quoi. ce qui veut dire que quand tu te lances dans un nouveau projet, tu vas quand même les premiers mois être présent et faire le Ouais, travail en amont. toujours, la première année même. Tu cherches pas à déléguer dès le début, à Surtout mettre pas. du cash et faire évoluer la Non, structure dans ce surtout pas. sens-là. 1 an à fond, et après, c'est vrai que j'aime bien, au bout d'un an, 2 ans, après, tu commences à constituer ton équipe, tu constitues des process, tu as des outils, tu as des messages, tu as déjà, un certain nombre de clients, du coup, que tu développes aussi, hein, avec des account managers, avec, encore une fois, un CRM bien abouti, etc. Et du coup, moi, encore une fois, c'est souvent pile le moment où je commence à me détourner un peu de l'exécutif parce que du coup, il y a une équipe qui est en place, il y a des outils qui sont en place. Et dès que je sens que je suis plus indispensable, c'est là que je commence à être moins 100%, on va dire. Ok. C'est aussi l'avantage de l'association, d'avoir un associé sur qui compter qui peut être encore présent dans la structure. Sur la partie, ouais, Tu sur la partie CEO, ouais, en effet. Ouais. es associé dans toutes les structures quasiment, sauf une, il me semble. Quel conseil tu donnerais pour... Non, je suis associé dans toutes. dans toutes? Parce que même Ok, dans ma perso, je suis associé avec ma femme. Donc, ok.
quel conseil tu donnerais pour une bonne association? Waouh, Qu'est-ce c'est qu'est-ce une bonne qui question, hein, parce que qu'est-ce qui même, fait une bonne association? bah, en fait, bah, déjà, j'ai envie de dire une complémentarité. C'est vrai que si tu t'associes avec une personne qui est comme toi, qui a exactement les mêmes compétences que toi, en général, Il y a pas forcément ça peut, d'intérêt. bah, forcément, à un moment donné, ça va foutre un peu un bordel parce que il faut que les gens soient complémentaires, faut pas se marcher dessus. Ouais, Euh, faire attention quand tu es avec deux personnes qui ont un ego très fort. Je parle en connaissance de cause. Parfois, ça peut faire aussi des étincelles. Il faut savoir le mettre de côté, savoir faire preuve d'humilité, être reconnaissant envers ce que fait son associé, que lui il le soit aussi. Donc non, ça tu dois connaître aussi. Hein. Forcément, c'est jamais neutre. Hein. De toute façon, je pense que ça n'existe pas les associations parfaites où c'est le monde des bisounours tous les jours. non, Mais par contre, le principal conseil que je donnerais, c'est vraiment la communication. Et tu vois, par exemple, moi, je vais donner mon exemple sur la société Capsule avec mon associé Seb, qui est du coup mon meilleur pote d'école de commerce. Là, en fait, même si parfois il peut y avoir des étincelles, aujourd'hui, si ça marche bien, c'est parce qu'on communique beaucoup. On a des routines ensemble ok, qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'on a un one-to-one hebdomadaire, on a un sales meeting mensuel, on a un point OKR une fois toutes les 2 semaines, on déjeune ensemble une fois toutes les 2 semaines. Mais tout ça, tu vois, c'est posé dans l'agenda, c'est répété, et du coup, en fait, c'est devenu des habitudes et des routines pour nous. Et sans ces moments de communication où on peut se dire les choses, bah, j'en sais rien, mais peut-être qu'aujourd'hui ça se serait barré en couille ou quoi. Et aujourd'hui ça se passe bien parce qu'on a ces moments-là entre nous. Parce qu'on est deux caractères assez forts et ça aurait pu ne pas bien se passer si on n'avait pas eu ces moments-là pour nous, quoi. demain, tu pourrais t'associer avec quelqu'un que tu connais pas, juste en partant du principe que les compétences Sans sont problème. complémentaires, sans problème. Sans problème, ouais. Ok, Au contraire, franchement, moi je suis là pour saisir toutes les opportunités. Tout le monde le sait, on m'appelle Elmer Scénario. Donc, tu vois, non, aucun problème. Franchement, si je sens que ça fit bien, alors je pense que non, il faut quand même faire un peu attention. Il faut peut-être se voir quand même quelques fois avant de vraiment s'associer. Mais en soi, et je l'ai déjà fait, ça me poserait aucun problème. ok. Tu n'aurais pas de souci de confiance particulière. Oh non, tu sais, après, c'est pour ça que je mets tout chez mon propre comptable. Moi, je sais qu'il se passera rien. Ok. On parle de projet. Maintenant, tu as plusieurs structures. Mm. Qu'est-ce qui te ferait rêver? Quelle structure t'aimerais monter? Ou est-ce que tu as un projet en cours? Alors, j'ai quelques projets en cours, mais bon, j'aime bien garder un peu le secret sur Ouais. ces trucs-là. Euh, Si, hein, tu vois, alors là, du coup, sans trop en dire, en fait, moi, j'aimerais bien un jour lancer une boîte avec, tu vois, où le but, c'est de ne pas avoir des milliers de clients, mais d'avoir juste quelques clients parce que tu vends un produit, je sais pas, qui est cher, tu vois. Ok. Tu as un produit qui vaut 1000 euros, 2000 euros, et de dire si tu en as un par jour, bah, c'est déjà très bien. Ça, c'est le genre de business qui me ferait kiffer. Ouais. Un produit physique, un SaaS. Ben, ça, ce serait le rêve, hein, mais ça, je pense que j'ai pas les compétences pour ça, j'y connais rien. Il faut s'associer à quelqu'un qui a les compétences. Bah, c'est ça, hein. Si t'as une idée, on peut en parler après. Hein. Ok. Et qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Tu es très présent sur LinkedIn. Tu disais que tu échangeais avec beaucoup de gens. Ouais. Tu fais du conseil. Tu aides des entrepreneurs. J'en fais pas mal, ouais, mais d'ailleurs, la plupart du temps à titre gratuit. Parce qu'en vrai, en effet, ouais, tu vois, je trouve ça assez kiffant de pouvoir. Bah, en fait, tu vas un peu rendre à l'entrepreneur ce que l'entrepreneur m'a donné. Alors, ça, c'est une très belle phrase, hein. Ok. Mais c'est un peu ça, en fait. Tu vois, un peu ce côté give back. Tu vois, comme j'aime bien entendre parfois, parce que c'est pas toujours le cas, par exemple, des mecs qui ont beaucoup réussi et qui disent qu'ils sont très contents de filer la moitié de leur thune à l'État en mode give back, je rends à la société civile ce qu'elle m'a donné. Bah, j'espère être comme ça et j'essaye en tout cas de pouvoir rendre encore une fois à l'entrepreneur ce que l'entrepreneur m'a donné et donc du coup d'aider un maximum de jeunes entrepreneurs qui ont, je sais pas, qui aient entre 20, 25 ans, mais même plus, hein. Ça peut même être des jeunes entrepreneurs de 40 ans qui se lancent tout juste. Ok. Si moi je peux leur donner un coup de main avec ma encore jeune expérience, j'espère, parce que ça fait que 10 ans, mine de rien, je suis pas non plus encore un ancien, hein. Très beau parcours en 10 Mais ans. bah, je le fais avec plaisir et franchement, ça me fait kiffer. Et ce qui est important, c'est de le faire vraiment sans rien attendre en retour. Et moi, je crois beaucoup dans le karma et en général, quand tu fais ça, tu as des bons retours de bâton.
Ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter sur LinkedIn Elles pour peuvent. Du demander coup, après, j'espère qu'il n'y en aura pas non plus un des conseil. milliers, parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Mais oui, oui, s'il y en a, avec grand plaisir. Franchement, je réponds à tout le monde dans les 24 heures. Je suis assez dispo pour ça. Donc on peut dire que tu es énormément dans le partage, d'informations, de conseils, mais tu as aussi un projet à côté qui s'appelle Villa Maria, il me Ouais. semble, qui est un espace partagé où tu as tes équipes et d'autres équipes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, Villa Maria, c'est un très beau projet qu'on a eu la chance d'avoir. Donc, pour te refaire pareil très très vite, très rapidement, le storytelling, Villa Maria, nous, on n'est pas dedans de base. En fait, c'est deux sociétés qui sont Victoria Garden, qui est une société immobilière familiale bordelaise, qui du coup s'est associée avec Cosa Vostra. Donc, Cosa D'accord, Vostra, agence très de belle com, agence. très belle agence parisienne, avec notamment Mathieu Stéphanie qui a le podcast Génération Do It Yourself, du coup qui se sont associés pour racheter cette bâtisse iconique de Bordeaux et du coup qui nous a gentiment conviés à ce super beau projet. Donc à ce moment-là, on est juste avant le Covid. D'accord. Donc du coup, nous évidemment, on a tout de suite dit oui parce que le projet il était passionnant, il était hyper enthousiasmant, hyper utile pour nous, pour nos équipes. Le but, encore une fois, pour rappeler aux gens ce que c'est, la Villa Maria, du coup, c'est une bâtisse iconique de Bordeaux qui est située à côté de Primrose et du coup qu'on a racheté, totalement réhabilité, du coup avec une très grande maison, qui peut loger du coup quand même 100 coworkers, des beaux espaces verts, une piscine, bientôt un boulodrome et même une crèche intégrée. Tout ça à deux pas de Primrose. Et du coup, nous, ça nous a permis aussi d'y installer nos bureaux bordelais avec nos équipes, donc notamment avec les équipes Kimono, Kermesse et Capsule. Et du coup, d'accueillir également beaucoup d'autres coworkers. Et voilà pour Villa Maria, du coup, en fait, c'est nos bureaux et c'est également un espace de coworking qui est ouvert au public. Et vous avez encore de la place pour accueillir des coworkers? Il reste vraiment très très peu de Très place. peu de Je place. pense qu'il reste une dizaine de places à peine. Ok, donc si quelqu'un veut venir, il peut te Qui contacter me contacte, également. ce sera avec plaisir qu'on les accueillera. Oui. Donc c'est sur Bordeaux. En parlant de Bordeaux, on a un petit écosystème digital qui commence à se développer. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat bordelais? En tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'il se développe bien. C'est vrai que il y a 10 ans, on a l'impression que c'était quand même c'était assez fantomatique. Il n'y avait pas grand-chose, surtout nous pour les jeunes qui se lançaient. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il existe sûrement pas mal de choses, mais dans lesquelles je ne suis pas forcément intégré. Je ne suis pas forcément très enthousiaste d'ailleurs à intégrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'écosystème, du coup, avec des sociétés comme la vôtre, je pense également aux sociétés comme Plugger ou même les jeunes d'Octolio, etc., qui se montent, plein de boîtes montées par des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont hyper ambitieux, qui ont des fortes croissances. Tout ça, c'est des projets qui sont hyper enthousiasmants. Et avec aussi des très très grosses boîtes comme Back Market ou ouais, autres tout à qui fait. viennent, ou l'Uni qui viennent s'installer à Bordeaux, qui ont des super bureaux et qui embauchent dans la Cube. Ça, on va dire, c'est plein de signaux qui sont hyper positifs pour l'écosystème bordelais. Et on va en faire en sorte de faire quelque chose de bien, Ouais, tous ensemble. j'espère. On disait avant que l'entrepreneuriat c'était à la capitale. Est-ce que tu penses que maintenant c'est une contrainte d'être à Bordeaux ou est-ce qu'on peut aussi évoluer et créer de grosses structures depuis Bordeaux? Écoute, c'est sûr que ça va être beaucoup plus simple qu'avant. C'est sûr que déjà le TGV en 2 heures quand même a rebattu les cartes, hein, parce que c'est vrai Ouais, qu'avant tout à fait. c'était quand même moins pratique parce qu'on va pas se mentir, hein, la capitale ça restera toujours Paris. Une grosse partie des clients, des sièges centralisés sera toujours en région parisienne, et ce sera toujours comme ça. Et c'est très bien comme ça aussi. Le fait que Bordeaux soit beaucoup plus proche de Paris et le fait également que beaucoup de Parisiens émigrent aujourd'hui à Bordeaux, que de plus en plus d'entrepreneurs montent leur boîte directement à Bordeaux, ou même que de plus en plus d'entrepreneurs parisiens délocalisent leur boîte à Bordeaux, forcément, ça fait que on va aller que sur quelque chose de mieux et qui va évoluer dans le bon sens pour nous. Ok, on verra dans Donc, les années à logiquement, on venir. devrait avoir de plus en plus de potes entrepreneurs qui vont arriver. Cool, c'est bien, on pourra aller boire des verres. Un minimum, ouais. Un maximum, mais pardon. Ça va faire bientôt une demi-heure qu'on discute. Yes. On va arriver sur la fin du podcast. Si tu avais un seul conseil à donner à un entrepreneur qui se lance, quelque chose qui sort un petit peu du lot, de façon à l'aider, qu'est-ce que ça serait?
Bah, regarde, je te répéterai une phrase que me disait toujours Christophe Charles, d'ailleurs, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors aujourd'hui, qui est devenu un peu le plus hype, fake it until you make it. Mais Hmm. j'aime bien dire le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire ce que vraiment, dans tous les cas, ça pourra jamais être parfait. Et souvent, en fait, d'attendre que quelque chose soit parfait pour se lancer, c'est un peu une fausse excuse qu'on s'invente. Aujourd'hui, on peut lancer une boîte avec 500 balles et juste un peu d'huile de coude. Donc en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse, donc fais-le. Merci Hugo Bah, merci à toi. d'être venu. Et j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre. On est sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et vous pouvez contacter Hugo sur LinkedIn ou me contacter sur Exact. LinkedIn si vous avez des questions. Merci à toi, merci à vous. Merci Hugo. Ciao.